c'est une connaissance de tous tes points d'appui. En fait, quelles sont tes ressources au final? Tu sais, c'est un peu comme un cours d'eau, en fait, tu as toujours des fluctuations et c'est permanent, en fait. Mais maintenant, après, c'est vraiment la faculté justement à trouver ton équilibre et à pouvoir le retrouver malgré toutes ces fluctuations permanentes qui fait toute la différence. Salut, c'est Ben Gananda et bienvenue dans Once Upon a Life, le podcast qui transforme ta réalité pour t'amener à rayonner et à t'élever. Je suis ravi de t'accueillir dans ce podcast destiné à toutes les personnes se définissant comme curieuses et souhaitant plus de liberté, de santé et d'opportunités. La vie peut être à la fois magique et challengeante et c'est la raison pour laquelle je souhaite, à travers cette émission, mettre en lumière les solutions qui s'offrent à toi pour profiter d'une vie transformatrice, infaillible, fructueuse, épanouissante, sans aucune limitation et littéralement digne d'être racontée à la façon d'un conte de fées. Il était donc une fois une vie, et une émission en l'occurrence, pleine d'invités d'horizons tous autant différents et passionnants les uns que les autres. Tous viendront nous raconter leur histoire, et je te partagerai moi aussi mes propres expériences en ce qui concerne la spiritualité, la santé mentale, physique et émotionnelle, mes approches pour vivre une vie dévouée à ta mission et à tes valeurs. La mienne de mission, c'est de t'accompagner à vivre en équilibre et en harmonie avec la personne que tu aspires à être. C'est de cette façon que, un curieux à la fois, je m'en vais rééquilibrer les énergies du monde entier. Si tu veux soutenir cette mission, je t'invite à t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée et à suivre l'émission sur Facebook, Instagram ou LinkedIn en cherchant Podcast Once Upon a Life tout attaché. Et si tu veux en savoir plus, tu peux aller visiter mon site à bengananda.com. Donc, si tu es prêt à atteindre tous tes rêves, j'espère que tu nous rejoindras et que tu feras passer le message à tous ceux que tu connais qui pourraient bénéficier de ce soutien. Merci de ta présence, elle me fait vraiment chaud au cœur. Maintenant, place à l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous accueillons Vanina. Vanina est sophrologue, passeuse d'âme, clairsentiente depuis plus de 3 ans. Si tu étais là pour l'avant-première de l'émission, tu l'as certainement déjà entendu. L'épisode d'aujourd'hui a été enregistré avant la sortie officielle de l'émission, à l'occasion d'un défi donné à des créateurs de contenu. Ce défi avait pour nom le défi brutal, et nous étions invités à partager différents types de contenus tous les jours de la semaine du défi. Pourquoi brutal ? Parce que si tu manquais un jour de création, t'étais viré du groupe. Donc autant te dire que le rythme était assez soutenu. Et le dernier jour de l'événement, donc le dernier contenu à créer aussi, était un contenu en collaboration avec un autre créateur du groupe. Et c'est donc là que j'ai rencontré Vanina. On a décidé de partager nos expertises pour créer un épisode de podcast qui aura servi à annoncer la venue de l'émission Once Upon a Life. Un épisode en avant-première en quelque sorte. Il se peut donc que tu aies déjà entendu cet échange, mais je me devais de le diffuser de nouveau dans l'émission. Ce partage que j'ai eu avec Vanina fut un moment privilégié. Comme elle le dit au début de l'épisode, je m'attendais moi non plus pas du tout à trouver quelqu'un avec qui je m'entendais aussi bien, tant sur le plan amical que professionnel et spirituel. La thématique qui nous a rapprochés aura donc été l'équilibre. C'est un sujet assez vaste, je te l'accorde, et on souhaitait en poser les bases. À travers son expérience, Vanina te donne des pistes pour toi aussi vivre en équilibre. Et si tu me connais, tu sais que tout ça fait partie de ma mission de vie. Alors il était réellement pour moi important de te partager cet épisode. Nos aptitudes, nos échanges avec les autres, notre relation à nous-mêmes, j'en passe et des meilleurs, absolument tout a une influence sur ton bien-être et donc aussi sur ton équilibre. C'est un sujet sans fin que Vanina nous aide à appréhender de façon simple et accessible. De l'introspection à la contribution en passant aussi par l'adaptation, ce terme de l'équilibre a autant de définitions différentes que ce monde compte de personnes différentes. Sans plus attendre, accueillons Vanina. Bienvenue Vanina. Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui dans l'émission Once Upon a Life et je te remercie d'être à mes côtés lors de ce fameux défi brutal. Écoute, avec grand plaisir. Et puis, merci à toi pour cette super idée. Avec grand plaisir aussi. Je vais commencer par te poser une première question. C'est une question qui va être présente au début de chacun des podcasts qu'on pourra découvrir très bientôt. Et cette question, c'est quel est le dernier cadeau que la vie t'a offert ? Dernier cadeau. Écoute, l'opportunité de faire ta connaissance, tout simplement. Je t'avoue qu'en faisant le défi brutal d'Alexandra, je ne m'attendais pas à faire des connaissances comme ça par la suite et puis pouvoir faire un podcast. Donc voilà, c'est super sympa. Super, bon, pour moi aussi, ça fait plaisir de
de rencontrer du monde. Un défi comme ça, c'est plutôt pas mal parce qu'on est connecté d'un bout à l'autre du monde. Hein. Pour ceux qui connaissent pas Alexandra Martel, c'est quelqu'un qui vient de Montréal, donc c'est marrant de pouvoir travailler avec des gens qui sont de l'autre côté du monde. Enfin bref, du coup, comme tout à l'heure je t'introduisais, tu disais que tu es passeuse d'âme. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette mission que tu as et comment tu arrives à comprendre que tu l'étais? Alors, donc, comment je suis arrivée à comprendre ça? Ben, ça a été tout un chemin en fait de découverte. Donc, en gros, on va dire que ça a commencé par une dépression, mais une dépression qui m'a permis de mettre des mots sur mon hypersensibilité en fait. Donc, j'ai toujours été hypersensible, mais en fait, on est un peu tous dans ma famille et donc pour moi, c'était quelque chose de normal. Et c'est vrai, quand tu rentres quand tu es dans le monde professionnel, dans les grandes entreprises, c'est pas toujours perçu de la bonne façon, on va dire. Donc, tu comprends très vite la différence aussi que tu peux avoir avec les autres. Et donc voilà, le fait de comprendre tout ça, voilà, il y a eu plein de choses qui se sont passées. En parallèle, du coup, moi, j'ai décidé aussi de me sortir de cette dépression parce que bon, ça devenait vraiment handicapant pour moi, en fait. Là, j'avais les émotions, elles étaient ingérables, etc. Donc voilà, j'ai commencé un peu de développement perso, j'ai commencé les méditations aussi en autodidacte qui m'ont vraiment fait beaucoup de bien. Et puis en parallèle de ça, j'ai un parcours d'éveil qui a commencé en fait à travers un lien d'âme. Donc une personne qui est très importante pour moi et qui, sans le savoir, sans en avoir forcément conscience, m'a transmis beaucoup de choses, m'a permis de développer beaucoup de choses aussi en moi, m'a surtout permis de me reconnecter complètement à moi-même en fait. Mmh. Donc à travers ce lien d'âme, j'ai commencé à avoir des ressentis énergétiques, donc tout ce qui était chakra, etc. Donc au début, tu comprends pas trop, puis bon bah voilà, tu fais tes recherches aussi, tu essaies de comprendre en fait ce qui se Ouais. passe, ce qui se passe en toi, ce qui est en train de se vivre en toi, parce que c'est des choses qui sont inconnues et super fortes aussi. J'ai commencé aussi à découvrir ma clairsentience, donc j'ai commencé à avoir des visions, pas mal de choses en fait. Donc j'ai la clairvoyance, j'ai la clairaudience, donc j'entends aussi, et la clairsentience, je ressens les choses en fait. Okay. Et donc du coup j'ai pu avoir des souvenirs de vie antérieure qui ont commencé à arriver comme ça, beaucoup de travail sur les vies antérieures, beaucoup de libérations qui se sont faites aussi à ce niveau-là. Et à côté de ça, donc j'en ai profité pour quitter mon boulot parce que bon, c'était plus gérable du tout. J'ai commencé un peu de psychologie et de sophrologie en parallèle pour moi. Ça a été une grosse période d'autarcie, on va dire, pendant 2 ans à peu près, un petit peu plus. Mais pendant laquelle j'ai aussi préparé ma future reconversion en tant que sophrologue, avec voilà, beaucoup d'auto-formation aussi dans plein de domaines. Et puis cette période d'autarcie m'a justement permis de développer encore plus les choses, dans le sens où les manifestations, elles ont commencé à s'accentuer de plus en plus en fait. C'est vraiment un parcours de découverte où tu apprends plein de choses, mais au fur et à mesure, on te les amène en temps et en heure en fait. Ouais. Donc ça vient tout seul. Et puis toi, tu apprends juste à gérer, en fait, c'est tout. Donc il y a eu vraiment la partie à faire des équilibrages énergétiques pour moi et pour mon lien d'âme. J'ai eu mes premiers défunts en octobre 2019 et c'est là que j'ai découvert justement cette notion de passeur d'âme. Donc sachant que les passeurs d'âme, en fait, on va capter les défunts et on va les aider justement à passer dans cet autre monde. Moi, je le fais par la communication notamment, donc on vient me parler et puis en général, je rassure ces personnes qui ne sont, quand elles ne passent pas par elles-mêmes, c'est qu'en général, elles ont certaines peurs, etc. Donc voilà, mon rôle à moi, on va dire que c'est de les rassurer sur ce passage, en fait, sur cette peur de l'inconnu qu'elles peuvent avoir, on va dire. Ou des fois, les aider aussi à transmettre des messages, à régler certaines choses avec les vivants si nécessaire. Mais après, passeur d'âme, c'est aussi accompagner les vivants, en fait, mais en gros, dans les moments de transition de vie, en fait. Que tu vois, par exemple, quand tu es en train de vivre un deuil, ou je sais pas, où tu dois changer de boulot, hein, tout simplement, des trucs aussi bêtes que ça. Et c'est des moments de transition, de flottement comme ça, où les personnes, elles savent pas trop où est-ce qu'elles ont envie d'aller. Et puis
des fois, des mots suffisent aussi à leur redonner l'impulsion nécessaire, en fait. Et donc voilà, c'est l'un de mes rôles. Et au final, on est énormément de passeurs d'âme et il y en a beaucoup qui s'ignorent aussi. Et c'est bien, c'est intéressant. Voilà, chacun a énormément de capacités. Et on Ouais, développe dans ces vraiment tout ça cas-là, au fur et à mesure. on se rend pas forcément compte que c'est important d'être accompagné, quoi. On a l'impression qu'on est dans un tunnel et on n'arrive pas à voir le bout, mais une fois qu'on commence à avoir des mots de quelqu'un, même quelqu'un qu'on connaît pas, ça permet d'aller de l'avant, quoi. Donc c'est une Ouais, mission exactement. très noble, quoi, j'ai envie de dire, hein. Ouais, mais je pense je te dis, on est vraiment énormément parce que tu regardes rien que dans les professions de santé, mais il y en a plein qui sont passeurs d'âme dans ces métiers-là, en fait. Je pense que c'est une grosse partie, effectivement, accompagner l'être humain, en fait, dans ses besoins de transformation, d'évolution, en fait. Et puis moi, ensuite, j'ai commencé à avoir les premières canalisations aussi. Donc c'est là que j'ai compris que j'étais, voilà, vraiment le côté médium à recevoir des messages, etc. Donc que ce soit nos guides, parce qu'on est vachement accompagnés, on s'en rend pas compte, mais on est accompagné vraiment au millimètre près. Mais j'ai aussi des canalisations après d'autres êtres, voilà, les élémentaux par exemple, ce genre de Mmh. choses. Et puis voilà, tout un chemin, et puis plein de compréhensions comme ça qui ont suivi et puis qui continuent encore au jour le jour. Donc voilà. Et maintenant, justement, j'ai j'ancre cette reconversion, je la rends un petit peu plus active. Et donc, du coup, j'en ai profité pour devenir sophrologue. Bon, passeur d'âme, voilà, ça c'est une chose, mais bon, c'est pas non plus ce qui va te faire. Ce qui va être bien reconnu dans la société, on va Ouais. dire. Donc voilà, du coup, je suis devenue sophrologue. J'utilise aussi le coaching. Et puis, pour ceux qui ont besoin, je vais utiliser aussi les capacités de médiumnité, donc aller voir les vies antérieures des gens s'ils le souhaitent, ou faire de la communication énergétique quand ils ont besoin. Par exemple, je peux communiquer avec les bébés pour les femmes enceintes, OK, ou je sais pas, avec des proches qui sont décédés, ce genre de choses, pour peu que les personnes le veulent, hein, bien évidemment. bien sûr. Mais voilà, c'est assez varié. Puis ça permet d'aller plus loin dans la compréhension de soi-même aussi, dans l'accompagnement dont on a besoin. Mais c'est vraiment selon les besoins de vie de la personne. Mmh. Ça, je le fais uniquement si on me le demande, c'est tout, quoi. Ouais. Effectivement, ça a l'air varié et tu parlais tout à l'heure de découverte, que les choses te viennent, mais est-ce que tu penses que ce dont tu nous parles, tu peux appeler ça des dons? Est-ce que tu les as depuis toujours? Est-ce que n'importe qui peut avoir des dons comme ça? Mmh, concrètement, moi, j'appelle pas ça des dons. En fait, pour moi, c'est des capacités qu'on a. Tu sais, c'est comme tes sens, en fait. Mmh mh. Concrètement, tout ce qui est clairsentience, c'est vraiment le développement extrasensoriel, en fait. Que voilà, tu vois, tu entends, enfin, tu vois la vue, l'ouïe, etc., etc. Là, c'est juste la version au-dessus, mais qui te permet de communiquer de façon plus universelle et vraiment avec le visible et l'invisible, en fait. Mmh. Donc, concrètement, tout ça, c'est des capacités que tout le monde a en soi. Tout le monde les a dès le départ, en fait. Maintenant, après, tu vas les développer en fonction de ton chemin de vie, en fait, en fonction des besoins que tu as dans ton chemin de vie. Il y a des choses que tu as besoin d'expérimenter, ça va t'être utile à ce moment-là de développer tes sens de cette façon-là. Tu vas peut-être avoir besoin justement de te reconnecter à cette communication énergétique universelle. Et puis des fois, tu n'en as pas besoin parce que c'est pas le moment pour toi, en fait. Voilà, on va aussi d'incarnation en incarnation, on expérimente différentes choses à travers ces incarnations, et il y a un temps pour chaque chose, en fait. Mmh. Mais concrètement, oui, on les a tous. Et, euh, et puis, même au niveau des nouvelles générations, je le vois, elles sont beaucoup plus conscientes à l'heure actuelle. Tu as de plus en plus d'enfants qui sont médiums. Ouais. Et ça, c'est pas facile parce que tu sais, on est encore dans ce monde de transition, en fait, où tu as d'un côté plein de choses qui commencent à s'éveiller, mais de l'autre côté, tu as encore le regard de la société qui n'a pas encore forcément les mots sur ce genre de choses, qui n'expérimente pas forcément, donc du coup, qui ne peut pas non plus y croire. C'est vraiment le côté ancienne génération, nouvelle génération, c'est pas toujours évident. Dans les anciennes générations, tu avais aussi des médiums, il y avait aussi tous ces trucs, toutes ces choses-là, et même sur d'autres périodes, c'était encore plus développé même que sur nos dernières générations.
Mais on a tellement bridé tout ça au fur et à mesure que la société est de moins en moins ouverte en fait à ce genre de choses. Et là, ça commence à revenir. Tu as de plus en plus de personnes justement qui s'éveillent, etc. Et je trouve ça génial. Mais bon, du coup, tu as quand même cette confrontation en fait entre le côté société très matérialiste en fait, et puis le côté société plus spirituel. Et je sais que justement pour ces enfants médiums, tu as pas mal de difficultés, autant pour les enfants eux-mêmes que pour les parents, parce que même les parents, ils n'ont pas forcément des personnes avec qui en parler ou qui peuvent leur expliquer aussi, les aider à mettre des mots sur les choses Mm. et aider leur enfant à mieux vivre aussi ce genre de choses. Et pour moi, voilà, c'est vraiment nécessaire maintenant de pouvoir accueillir ce genre de choses avec bienveillance et de pouvoir mettre les mots justement sur toutes ces capacités, voilà, qui sont bien réelles, bien que tout le monde ne les vive pas tout simplement en fait. Ouais. Ouais, c'est intéressant la façon que tu as de parler de deux choses opposées, j'ai envie de dire. Tu parles des enfants, des parents, tu parles d'une vie en autarcie et ensuite d'une vie vers les autres. J'ai l'impression à t'entendre que ça fait des années que tu es là-dedans et que le savoir, il vient de très loin. Donc, c'est assez impressionnant. Mais du coup, quand tu parles de choses, choses comme je disais, opposées, est-ce que tu penses que justement, tu as réussi à développer ces capacités parce que tu as réussi à trouver un équilibre, justement? Non, alors en fait, moi, mon équilibre, il s'est développé en parallèle de tout ça. En gros, pour moi, la source, ça a vraiment été la reconnexion à ce lien d'âme et donc du coup à moi-même par la suite. Il a fallu que je puisse ouais, on va dire qu'il y a eu aussi tout un travail sur l'apaisement de mon propre ego, en fait, Mhm. et aussi l'ouverture de mon cœur. Je pense que tu vois, toutes ces capacités, elles viennent aussi à partir du moment où tu acceptes de t'écouter et d'ouvrir vraiment ton cœur, de le laisser s'exprimer, en fait. Ça. Maintenant, l'évolution dans l'incarnation terrestre, c'est aussi justement trouver cet équilibre entre toutes ces polarités. En fait, on est vraiment dans un monde duel, en l'occurrence, voilà, le bien, le mal, le pur, l'impur, etc., etc. Et en fait, ça nous fait expérimenter tout un tas de facettes, tout un tas d'extrêmes. Et le but pour moi, c'est vraiment voilà, de trouver l'équilibre en fait dans chaque chose, Mm. entre chaque chose plutôt, on va Ouais. dire. Donc on en vient du coup à notre sujet. Pour toi, c'est quoi ta définition de C'est ça. l'équilibre du coup? Alors, ma définition de l'équilibre, alors, au niveau de mon vécu, je vais traduire ça par la complétude intérieure. Mhm. C'est. Ouais, en fait, il a fallu vraiment que je trouve mon équilibre sur plein de domaines complètement différents, en fait. Et l'ensemble m'a permis, du coup, vraiment, ouais, de me sentir complète, mais à titre personnel, en fait, sans avoir besoin de passer par l'extérieur pour me sentir complète, on va dire. Mhm. Et pour moi, trouver son équilibre, justement, c'est vraiment cette exploration des extrêmes opposés et d'arriver progressivement à un point de convergence, en fait, entre ces différentes polarités que tu explores. Mhm. Mais tout ça, après, ça passe par un gros travail sur soi. Et si je devais résumer ce travail sur soi, la base pour moi, ce serait vraiment justement le fait d'apprendre à s'écouter, apprendre la bienveillance, avoir aussi une bonne connaissance de ses points d'appui. Tu vois, c'est un peu comme je sais pas, tu sais, les pyramides de pierre, là, comme ça, quand tu Mhm. les empiles les unes sur les autres et que ça Ouais. fait c'est une structure en équilibre, justement, là, comme ça. Bah, à la base, ça repose justement sur les points d'appui. C'est une connaissance de tous tes points d'appui. En fait, quelles sont tes ressources au final? Et c'est en connaissant tout ça que du coup, tu peux euh, acquérir aussi voilà, cette écoute, cette bienveillance envers toi-même, etc. Et cet équilibre. Et le tout, c'est aussi de se faire confiance là-dedans, en fait. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant. En yoga, justement, on a besoin de trouver ses points d'appui, comme tu dis, pour avoir son équilibre et pouvoir à terme tenir en équilibre, justement, quand on est la tête à l'envers, quoi. Ouais, Mais effectivement. ouais, et puis en Ayurveda aussi, on parle
des différents éléments, comme quoi ceux qui nous écoutent, ils peuvent penser à manger équilibré simplement. Et c'est vraiment qu'en Ayurveda, on parle d'équilibrer les éléments qui sont en nous. Donc en nous, on a les éléments eau qui vont être les sentiments, les éléments air qui vont être la pensée, les éléments feu qui vont être les actions, etc., etc. Et d'équilibrer tout ça, ça permet de vivre en harmonie, j'ai envie de dire. Mais tout à l'heure, justement, tu nous parlais de cette période que tu as eu peut-être un petit peu de dépression. Et du coup, ça me fait me demander si c'est pas justement important de passer par des moments qui vont être déséquilibrés, justement, pour pouvoir se connaître, comme tu dis, et aller vers l'équilibre. Ben ouais, parce que concrètement, voilà, comme je te disais, pour moi, faut explorer les extrêmes en fait. Mm. Et les extrêmes, t'es déséquilibré par nature déjà de base. Et c'est vrai que quand tu regardes nos vies, en fait, elles sont pleines d'événements déséquilibrants de toute façon. Tu sais, c'est un peu comme un cours d'eau, en fait, t'as toujours des fluctuations Ouais. et c'est permanent en fait. Mais maintenant, après, c'est vraiment la faculté justement à trouver ton équilibre et à pouvoir le retrouver malgré toutes ces fluctuations permanentes qui fait toute la différence. Et ce qui est intéressant, c'est que plus tu progresses, et en fait, tu te rends compte que tu y arrives de plus en plus rapidement à retrouver ton équilibre. Moi, je sais qu'il y a des choses où, des fois, il fut un temps, je mettais un mois pour retrouver mon équilibre sur une situation perturbante. Au bout d'un moment, c'est devenu une semaine, et puis maintenant, c'est 3 heures à peine pour retrouver mon équilibre et puis passer à autre chose. Mm. Donc, c'est de plus en plus fluide au fur et à mesure, et c'est justement comme ça que tu arrives au final à trouver cette harmonie aussi après, comme tu disais. Ouais, c'est intéressant cette image du cours d'eau, du fleuve. Mhm. Il me semble que, tu m'arrêtes si je me trompe, je suis pas expert dans le sujet, mais il me semble que dans le taoïsme, on en parle de ça justement, qu'on devrait être un petit peu comme l'eau et s'adapter au déboire enfin pas au déboire, mais aux cours qui arrivent de la vie. Et la vie n'est pas un long fleuve tranquille comme on peut l'entendre, quoi. Donc c'est intéressant. Mais justement, équilibre, déséquilibre, c'est bien, hein, de parler de ça, mais tu penses pas que, hein, on en arrive au fait qu'il faut se connaître au final. Il faut absolument savoir qui on est pour pouvoir avancer et se sentir équilibré, quoi. Donc, ouais, non, clairement, qui dit exploration dit connaissance acquise de toute façon. Donc, plus tu comprends et plus tu sais mettre des mots sur les choses, et plus tu vas les déconditionner facilement. Mm. Et pour moi, je pense que c'est peut-être même ça le plus gros du travail, en fait, c'est que faut déjà arriver à se reconnaître soi-même, Mm. et par soi-même plutôt que par les autres. C'est vrai que on cherche toujours la reconnaissance extérieure, en fait, mais déjà apprendre à se reconnaître par soi-même, c'est déjà énorme. Tu apprendras à s'écouter pour pouvoir se comprendre, pour pouvoir s'accepter, pour Mm. pouvoir se déconditionner et pour pouvoir du coup découvrir sa propre vérité sur soi-même en fait, et non pas celle qui est projetée sur nous que ce soit par nous-mêmes ou que ce soit par les autres. Mm. Et, euh, et c'est comme ça, voilà, qu'on développe justement cette connaissance et puis les points d'appui dont on parlait avant, qui nous permettent d'aller encore plus loin après, quoi. Ouais. Et concrètement, c'est vrai que voilà, nos incarnations, en fait, pour moi, l'incarnation sur Terre, je vois ça comme un gros terrain de jeu, en fait. Tu vis des choses sympas et des moins sympas, mais tout ça, ça reste des expérimentations, en fait, et qui t'apprennent, voilà, toujours quelque chose d'une façon ou d'une autre, en fait. Ce qui t'arrive, que ce soit en bien ou en mal, en fait, ça a toujours une raison d'être, il y a toujours un enseignement à en tirer. Ouais. Et c'est vrai que tu te rends compte au fur et à mesure, c'est que il y a tellement de conditionnements en fait qu'on se forge et qui sont illusoires en fait, qui n'ont pas lieu d'être. Et surtout dans la mesure où ils nous empêchent d'être nous-mêmes en fait, ils nous empêchent de nous réaliser. On se met tout un tas de freins en fait qui sont complètement inutiles. Et justement, le fait de se connaître, de vouloir trouver son équilibre, c'est t'apprends à t'adapter en fait et t'apprends à nuancer les choses, à avoir plus de tolérance pour les choses, tu vois, avoir vraiment un meilleur équilibre en fait entre toutes ces choses qu'on nous dit, voilà, ce qu'il y a en nous-mêmes et ce qui nous est projeté à l'extérieur, etc. Il y a tout un équilibre à trouver au milieu de toutes ces données qu'on a autour de nous en fait. Mm. Ouais, je suis tout à fait d'accord.
moi, par rapport au théâtre et au yoga, j'aime bien dire que c'est comme un terrain de jeu de la vie réelle. C'est-à-dire que, ben, Mhm. par exemple, quand on est sur le tapis de yoga et qu'on n'arrive pas à faire une position, ben, c'est cette capacité qu'on va avoir d'être patient avec soi-même et de se dire c'est bon, ça va, que ça va nous faire avancer aussi dans une autre situation de la vie, quoi. Si on est à se forcer et à aller au-delà de ses capacités, ben, on va faire la même chose en dehors du tapis et on va avoir tendance à tomber, quoi, et se faire mal. Donc, ouais, Mhm. c'est très intéressant, quoi. Mais du coup, ça prend du temps, tout ça, hein. Tu dirais quoi aux personnes qui ont peur de passer du temps avec elles-mêmes? Donc, il n'y a rien de plus passionnant. En fait, quand tu retournes à toi-même, en fait, t'es à l'écoute de tes ressentis, t'es à l'écoute de tes sensations, tes émotions. Et en fait, progressivement, tu prends conscience que tu as déjà tout en toi. Tu as déjà toutes les ressources, tout ce qu'il faut est déjà là en toi, sauf que tu n'en avais pas conscience, en fait. Je sais pas, tu vois, un truc tout bête, hein, un exemple un petit peu con comme ça, mais j'aime bien jouer au Scrabble. Mmh. Et en fait, enfin, Scrabble sur le téléphone, toute seule contre l'ordinateur. Et puis, en fait, tu sais, des fois, tu es là en train de bloquer sur un mot, tu n'arrives pas à trouver ton, ton futur 7 lettres, entre guillemets. Ouais, ouais. Et puis, en fait, j'ai remarqué que quand je laissais tomber le truc et que je me mets à faire complètement autre chose, et je reviens après dessus, là, j'ai le 7 lettres, il apparaît, mais sous les yeux, en fait, tu vois. Et juste parce que tu as ton inconscient, il est en train de travailler tout seul en arrière-plan. Mmh. Rien que ça, tu vois, c'est une ressource, mais le tout, c'est d'en avoir conscience. Ça te facilite la vie, en fait, de savoir ça. À Mmh. chaque fois Tout à que tu as fait. un problème, bah, au lieu de te prendre la tête dessus, juste tu t'en éloignes, tu prends un peu de recul et puis voilà, tu fais complètement autre chose sans y penser, mais ton inconscient, il va travailler pour toi, en fait. Mmh. Et c'est tout bête. Et on l'a tous, en fait, ce truc-là. Mais combien de personnes l'exploitent réellement au final? Et c'est ça que je trouve assez dingue, c'est qu'en fait, il y a tellement on a tellement de ressources naturelles comme ça en nous. Tu vois, tu as la respiration qui t'aide à t'apaiser naturellement, par exemple. Tu vois, au final, tu n'as pas besoin de passer par tout un tas de trucs. Juste tu apprends à respirer correctement et rien qu'avec ça, tu es capable de calmer tes crises d'angoisse, etc., par exemple. Carrément. Tu vois nos sens et puis voilà tout le développement qui est possible. Tu vois ton intuition, ton inconscient et même ton corps. Tu vois, par exemple, quand juste le fait de sourire et de redresser sa posture, mais tu changes complètement ton état d'esprit rien que grâce à ça, en fait. Mmh. Je trouve ça fascinant. Et même en sophro, par exemple, tu vois, on va utiliser la détente musculaire, en fait, avec des exercices assez légers. Mais c'est ce qui te permet, du coup, de détendre ton esprit. Rien que de faire des exercices de détente musculaire, ça te permet de détendre ton esprit. Mmh. C'est le même principe avec le sport, hein. Le sport, c'est une formidable source de détente aussi. Utilise ton corps, en fait. Il- comme dit, ouais, on a déjà tout en nous. Et je trouve ça tellement riche, en fait, d'en prendre conscience. Ouais, justement, en méditation aussi, tu parles de détente musculaire. La méditation, ça peut faire peur, mais ça passe aussi par la détente du corps. Et si ton corps est pas détendu, ton esprit ne le sera pas non plus, quoi. Et il y a tout cet équilibre, encore une fois, à avoir dans sa pratique, tout simplement, et dans sa vie et dans le monde qui nous entoure, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que quand tu regardes bien dans nos vies, en fait, on est très tendu et très stressé, en fait. On est vraiment, tu sais, dans un monde où tu es surstimulé tout le temps. Il y a toujours des choses à faire, des choses à penser, on ne prend plus le temps de s'ennuyer, on ne prend plus le temps de se détendre, en fait, aussi, de se relaxer tout simplement. Et c'est ça que j'aime bien dans la méditation, dans la sophrologie ou dans d'autres pratiques, c'est que voilà, tu détends ton corps et enfin, en fait, tu relâches ton corps. C'est la méditation, c'est ça, c'est qu'effectivement, voilà, tu es posé, tu es tranquille, tu relâches ton corps et du coup, ton esprit peut commencer à activer Mmh. d'autres choses, en fait, entre guillemets. Et en fait, c'est super important, mais même respirer, le nombre de personnes qui ne savent pas respirer, en fait, tu vois, ça semble tout bête, c'est naturel de respirer à la base. Mais moi, je sais qu'à l'époque, justement, quand ça n'allait pas, moi, j'avais une respiration qui était du coup très courte et j'arrivais pas à respirer profondément, en fait. Mmh.
Et la méditation, progressivement, bah, ça m'a permis justement de récupérer cette respiration profonde qui, du coup, te permet de t'apaiser, en fait. Et c'est vrai que quand tu es stressé, tu as tendance vraiment à avoir cette respiration courte qui, automatiquement, te prive de beaucoup de choses, en fait. Ouais. Il y a plein de choses qui passent dans la respiration et plein enfin, qui sont nécessaires à ton corps, en l'occurrence, pour qu'il vive correctement. Si tu fais pas tout ça, si tu ne respires pas correctement, tu peux pas aller suffisamment bien, en fait, non plus, tu vois. Ça aide pas. Ouais, tout à fait. Et puis, on en parle aussi en Ayurveda, évidemment, hein, mais moi, la méditation, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé, qui m'a fait évoluer, qui m'a vraiment changé. On entend beaucoup ça en ce moment, mais ça a changé ma vie peut-être. Je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais j'ai l'impression vraiment de sentir qu'il y a un ben avant, un ben après, quoi. Mais le souci avec ça, c'est que j'entends des fois dire d'autres personnes dire que plus tu médites, plus tu es un but de toi-même, quoi. Donc ça me fait penser à cette notion de l'ego. Tu penses quoi, toi, de ce genre de pensée? Bah, après, par rapport à ce que tu dis, disons c'est comme dans toutes les pratiques, dans toutes les activités, ça dépend quelle est ta motivation derrière ce que tu fais, en fait. Tu as des personnes qui vont être, enfin, tu parlais du côté, être un but de soi, et cetera, parce que voilà, tu as l'impression d'être plus avancé que les autres. Mmh. Bon, ça, clairement, c'est une notion, très égotique. Mais c'est quelque chose que tu retrouves partout, en fait. Spirituel ne veut pas dire un but de soi-même. Ça dépend vraiment, toi, de ce que tu en fais. Et après, peu importe, ça appartient à la personne aussi. C'est-à-dire que voilà, elle a ce besoin à ce moment-là de se valoriser par ce biais-là. Ben, libre à elle, en fait. Ça n'empêchera pas qu'elle évolue par la suite, peut-être différemment aussi, et de façon peut-être un peu plus bienveillante envers les autres, parce que justement, je pense que toutes ces pratiques-là, tôt ou tard, elles t'apprennent aussi justement la bienveillance, en fait, Ouais, je suis d'accord. envers toi-même, mais aussi envers les autres. Mmh. Et après, niveau ego, alors, moi, ma conception à ce niveau-là, c'est que l'ego, en fait, c'est vrai qu'on parle toujours du mental. En fait, il faut faire taire son ego, son mental, etc. Je suis pas trop pour ce point de vue-là. En fait, moi, niveau ego, ce que je me dis, c'est que bon, d'un côté, tu as vraiment voilà, le côté narcissique, en fait, l'image que tu reflètes, le paraître, etc. Ton besoin de reconnaissance et puis ton lien aux autres, hein, tout simplement. Et en parallèle, tu as aussi ton ego sert aussi de système de survie, en fait. C'est vraiment celui qui va te mettre en garde contre tous les dangers potentiels qui pourraient arriver. Mais sachant que cet ego, en fait, il se base sur la mémoire de tout ce que tu as pu vivre, de tous tes traumas, mais dans ton vécu actuel, dans ton transgénérationnel et aussi dans toutes tes vies antérieures terrestres, en fait. Donc du coup, ça donne lieu à plein d'interprétations, en fait. Et c'est là qu'il faut aussi distinguer justement ce qui est factuel de ce qui n'est qu'une simple interprétation. Dans le sens où oui, il va t'imaginer plein de dangers, mais tout ça, ça reste des dangers imaginaires, parce que la réalité que tu as vécue dans d'autres vies, c'est pas ta réalité de maintenant. En fait, les contextes sont différents. Ce qui était un danger il fut un temps ne l'est pas forcément aujourd'hui, en fait, et inversement. Donc lui, son but, ça va être vraiment de te maintenir dans cette zone de confort, etc. Et de t'empêcher de t'empêcher de te mettre en danger. Donc en soi, tu vois, il a vraiment une fonction qui est utile. Ah, s'il est Après, le là, c'est souci, pas pour c'est rien, que... j'ai envie de dire, hein. Pardon? S'il est là, c'est pas pour rien, j'ai envie de dire aussi, hein. Oui, clairement, clairement, il est pas là pour rien, et c'est essentiel justement de, de, oui, de le garder entre guillemets. C'est vraiment dans le sens où j'entends souvent, oui, il faut tuer l'ego. Non, pas du tout en fait. Il faut juste le rassurer, il faut juste l'apaiser. Tu vois, lui faire comprendre que, ok, j'entends ton message, mais bon, je cours pas le même danger en fait. Ce qui te semble un danger ne me semble pas moi être un Mmh. danger, donc je vais quand même faire mon expérience en fait. Voilà quoi. Ouais.
Et c'est vrai qu'on a cette tendance justement à identifier notre conscience à notre ego, en fait. Et donc, du coup, c'est lui qui a tendance à prédominer sur notre fonctionnement. Ce qu'on oublie, c'est qu'en parallèle, tu as aussi le cœur. Donc, ton cœur qui, lui, est en connexion avec ton âme. Bon, après, on appelle ça comme on veut, peu importe. Mais il est aussi en connexion avec ton énergie, avec l'énergie aussi de tout ce qui t'entoure. Tu vois, avant, on parlait des chakras, donc voilà, ton énergie interne. Mais après, tu vas aussi avoir ton empathie, ton hypersensibilité qui vont te permettre de capter les énergies de tout ce qui t'entoure, des autres personnes autour de toi, etc. Et l'objectif du cœur, c'est pas de te protéger, mais c'est au contraire, voilà, de développer une confiance, en fait, un amour, en fait, par le biais d'une exploration intérieure, mais qui te permet d'avancer, en fait, qui te permet de te réaliser. Voilà, le cœur, en gros, c'est vraiment le fait de te donner tout ce qu'il te faut, en fait, pour que tu puisses avancer. Et c'est vrai que quand tu écoutes plus l'un que l'autre, pareil, il n'y a pas d'équilibre, en fait, dans tout ça. Donc le but, c'est justement d'apaiser l'un pour, au contraire, pouvoir écouter l'autre librement, pouvoir le laisser s'exprimer librement. Et à côté de ça, donc, du coup, tu as aussi le corps et le mental qui, eux, servent de traducteurs, en fait. Tu vois, les signes de traduction, ça va être tes émotions. Tes émotions, elles ont à chaque fois une signification. En fait, t'es pas triste pour rien, t'es pas en colère pour rien, t'es pas joyeux pour rien, en fait. Ça t'apprend quelque chose, en fait, sur toi-même. Pareil, au niveau des ressentis de ton corps, t'as mal quelque part. Il y a des significations aussi derrière ce genre de choses, en fait. Et apprendre toute cette partie-là, bon après ça c'est encore un autre débat, on va dire, mais apprendre à écouter ces ressentis, ces émotions, toutes ces traductions, en fait, qu'on met à notre disposition, ça te permet justement de mieux pouvoir gérer les messages de ton cœur et puis de ton ego, en fait, et de pouvoir faire la part des choses après dans tout ça. Tu as vraiment un équilibre qui est nécessaire entre l'écoute de ton cœur et l'écoute de ton ego. Il ne doit pas y avoir une mainmise, en fait, de l'un au détriment de l'autre, en l'occurrence. Ouais. Et le fait de rassurer justement ton ego, de déconditionner tes peurs comme ça progressivement, le fait de revenir juste au moment présent, tout simplement, pour laisser la place à l'autre de s'exprimer librement. Voilà, après c'est ta conscience qui décide de tout ça, mais voilà, là c'est toi et ton libre arbitre après en fonction de ce que tu vas choisir de faire, mais au moins tu le fais en pleine conscience, en fait. Et moi, ce que j'aime bien me dire, tu vois, à ce niveau-là, pour distinguer l'un et l'autre, justement, c'est un truc qui je trouve qui déconditionne pas mal. Est-ce que j'ai une pensée de peur ou est-ce que j'ai une pensée d'amour, en fait, quand je sais pas, quand j'ai quelque chose comme ça qui m'arrive et puis que j'ai tendance à me freiner un peu bêtement. Ok, mais c'est quoi? C'est une pensée de peur ou c'est une pensée d'amour? Est-ce qu'elle m'est utile ou pas au final? Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle est imaginaire? Enfin voilà, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est vraiment important, tu vois, pour pouvoir rassurer cet ego, justement, de comprendre son vécu, de pouvoir mettre des mots sur les choses, en fait. Et c'est vrai que voilà, tu vois, on a tellement de croyances qui nous limitent, en fait, qui nous freinent dans notre réalisation. Et un autre exercice que j'aime bien à ce niveau-là, justement, c'est que le fait d'identifier sa croyance, en fait, voilà, je crois telle chose, par exemple, mais quelles sont les conséquences pour moi? Quelle est ma pensée racine derrière tout ça, en fait? Qu'est-ce qui fait que j'ai cette croyance initialement? Il y a toujours une source aussi aux choses, hein. Et après, se projeter sur ouais, mais au final, quel est mon besoin réel derrière cette croyance? De quoi j'ai réellement besoin? Est-ce que j'ai besoin de me rassurer, de me sentir en sécurité? Enfin voilà, il peut y avoir tellement de choses. Et la dernière partie, c'est comment je le transforme? Comment je transforme cette croyance limitante pour qu'elle ne soit plus limitante, justement. Que tu vois, après, on a tendance à se mettre tellement de... Il y a les injonctions, tu vois, qu'on reçoit de l'extérieur, entre guillemets, mais après, il y a aussi les contre-injonctions qu'on se met par nous-mêmes, en fait. Tu vois, du style, quand t'es gamin, je sais pas, on va t'apprendre, par exemple... Pour les garçons, par exemple, ça se passe assez souvent, malheureusement. Sois fort. Voilà, un garçon, ça doit être fort, ça doit être plein de choses, etc. Toi, la contre-injonction que tu vas te mettre derrière, ouais, cache tes émotions, en fait.
Donc du coup, tu vas brider ton émotionnel, mais du coup, tu te fermes à ton ouverture de cœur, tu vois. Et c'est pas naturel du tout ça. Donc il y a plein de réglages comme ça qu'on doit faire, mais qui nous permettent justement d'avancer. Ouais, le souci avec ça aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont inconscientes et justement, tout ce travail dont on est en train de parler, on dit un travail, on appelle ça une pratique parce que justement, c'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure et plus on avance dans notre pratique, plus on a tendance à ramener les choses en conscience et se rendre compte des choses, quoi. Tu parlais aussi d'écouter son corps, ça m'a fait penser à une dame un jour qui m'a expliqué que si j'avais mal au genou, c'était peut-être parce que j'avais mal à ma façon de sociabiliser avec les autres, parce elle m'expliquait que le mot genou, ça, pour elle, il s'écrit en écrivant le pronom je et plus loin nous. Donc c'est ça, notre relation à l'autre, quoi. Après, il y a plein de significations différentes, mais en tout cas, Mais il ouais, y a des super ressources pour ça, justement. Moi, il y a un outil que j'aime bien utiliser à ce niveau-là, c'est le dictionnaire des mots et des maladies, si je ne dis pas de bêtises. Le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. d'accord. Du coup, tu as plein d'interprétations émotionnelles en fonction des mots que tu peux avoir. Et moi, je sais que j'ai pas mal de petites douleurs comme ça qui viennent à droite à gauche et qui passent toutes seules, hein. Mais tu vois, pendant un moment, par exemple, je boitais, en fait. C'était pendant ma période dépressive, là, justement. Et en fait, je boitais. Et en fait, c'était au niveau du talon, comme si j'avais une épine calcanéenne, en fait. Vraiment, la douleur pointue comme ça au niveau du talon. Ça faisait mal, hein. Vraiment, j'arrivais pas à poser mon pied correctement. Et ça m'est resté pendant 2 ans. Et en fait, on faisait les examens, je n'avais rien du tout, mais vraiment rien de rien. Et en fait, la signification émotionnelle au niveau du pied, par exemple, c'est justement le fait de ne pas pouvoir avancer, le fait de ne pas savoir avancer comme tu veux dans ta vie, en fait. Et concrètement, c'était ça. Et quand j'ai commencé ce parcours d'éveil, justement, j'ai plein de symptômes physiques que j'avais qui ont disparu, mais alors soit du jour au lendemain, soit progressivement, etc. Et c'est vrai qu'à chaque fois, tu vois, quand j'ai des personnes qui me parlent de douleur XY, je leur donne l'analyse en fonction de ce livre-là, en fait. Et en fait, la plupart du temps, ça leur parle. Et c'est ça que je trouve assez marrant, c'est que tu vois, au final, c'est même pas que une question de simple interprétation, c'est qu'en fait, ces choses-là, tu les testes sur différentes personnes, et pour les différentes personnes, ça a à chaque fois une signification, en fait. Ça. Ouais. Même pour les personnes sceptiques, ça m'est déjà arrivé d'en avoir des sceptiques, et effectivement, voilà, il y avait quand même, ah ouais, effectivement, ça prend sens. Donc voilà, c'est plutôt chouette. Et je pars vraiment du principe que tu vois, ton corps, enfin, tu vis une situation XY. Ton émotionnel va te donner un message. Tu refuses d'écouter cette émotion. Du coup, c'est ton corps qui va prendre le relais et qui va te donner un signal physique. Tu refuses d'écouter ce signal physique et de le comprendre, ton signal physique va devenir symptôme, va commencer à s'aggraver en fait tout doucement, et ainsi de suite, tu vois. Donc c'est pour ça, dans le taoïsme, justement, c'est ça que j'aime bien, dans la médecine traditionnelle chinoise par exemple, c'est qu'ils vont vraiment te prendre le problème à la source en fait. À la base, tu vois, un praticien en médecine traditionnelle chinoise, tu le vois à titre préventif, tu le vois pas pour te guérir une fois que tu as le gros problème qui est là en fait. C'est vraiment un titre préventif, tu y vas régulièrement quand tu le souhaites en fait, et tu vas vraiment traiter à la source au final les petites choses qui pourraient prendre de l'ampleur potentiellement plus tard si tu laissais traîner en fait. Et que là, en fait, de les traiter de suite, voilà, tu apaises ton corps, tu rétablis tout de suite ton équilibre, de manière justement à pas te retrouver dans une situation de déséquilibre plus tard, en fait. Et c'est ça que je trouve fantastique dans cette philosophie. Je pense qu'ils ont vraiment tout compris sur plein de choses. Et voilà, quoi. Ouais. Ouais, en Ayurveda, c'est une science assez
une science sœur de la médecine chinoise, mais on parle aussi de ça. On parle on dit qu'il y a 6 étapes avant l'apparition d'une maladie. Et dans notre culture occidentale, dans la médecine allopathique, on va chez le médecin parce qu'on a mal quelque part. Mais on a mal quelque part parce que, justement, il y a eu des expériences avant. Peut-être qu'on a refoulé une émotion ou quelque chose comme ça. Et ça fait tellement longtemps qu'elle est refoulée, cette émotion, que du coup, ça crée une maladie. Et justement, c'est pour ça aussi que c'est important de cultiver cette pratique peut-être un peu méditative, quoi. Et dans cette pratique, on entend souvent le fait que le temps n'existe pas, quoi. Donc du coup, moi, ça me fait dire que tout est une question de perception et de paix avec soi-même, justement, et ses expériences, j'ai envie de dire, quoi. Ouais, pour moi, c'est vraiment important de savoir revenir au moment présent parce que c'est là que tout se vit, en fait. Euh, ta, ta paix, elle se construit vraiment au moment présent. Elle se construit pas dans ton passé ou dans ton futur. Et après, voilà, bon, la notion du temps n'existe pas. Voilà, bon, c'est effectivement ce qui se dit. Après, moi, je suis pas physicienne. Et après, je me dis, tu vois, peu importe. Le principe, c'est que voilà, c'est une donnée qu'on expérimente dans nos incarnations. Donc, pour moi, c'est qu'elle doit avoir son utilité quelque part, en fait. Mm. Et moi, je sais que la notion de temporalité, du coup, je vais plus l'utiliser en tant qu'outil, en fait. Après, c'est un point de vue comme un autre, hein. Mais en gros, tu vois, pour moi, ton passé, en fait, c'est voilà, toutes tes expériences, en fait, hein, qui forgent ton identité actuelle, qui t'aident à comprendre comment tu te construis, etc. Le futur, lui, c'est plus ton présent imaginé, en fait, mais c'est aussi du coup ce qui permet de développer ta créativité, tout ce qui permet de créer quelque chose aussi par la suite. Et le présent, justement, c'est vraiment le retour à soi, au ressenti présent, à ton intérieur, à ton environnement extérieur. Et en gros, tu vois, peu importe que tu comprennes pourquoi tu vis ce que tu es en train de vivre maintenant, je sais qu'il y a toujours une raison et que des fois, tu la comprends aussi bien plus tard, en fait, tout simplement. Mm. Et vraiment, tu vois, si tout le monde comprenait que ton ego, en fait, il peut s'apaiser que dans le présent. C'est en fait, voilà, on est maintenant et différent de ce que nous avons été, différent de ce que nous serons demain. Voilà, être en paix, pour moi, c'est vraiment, ça se vit au moment présent tout court, en fait. Ouais, tout à fait. Et puis quand on est en méditation, on dit que le cerveau, il perd la notion de temps et d'espace, quoi. Donc forcément, c'est comme quand Complètement. on fait quelque chose qu'on aime, qu'on est, je sais pas, en train de danser ou en train de rigoler avec des amis, le temps, il passe à une allure folle, quoi. Et donc c'est justement cette perception-là qui diffère, quoi. Mais moi, ça m'a l'air un petit peu aux antipodes de tout ce que de tout ce que tout le monde vit aujourd'hui, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, hein, mais pour moi, c'est comme si on était encore à l'école et qu'on devait apprendre des choses qu'on nous avait pas appris, quoi, comme tu disais au final, quoi. Clairement, en fait, moi je pense qu'on est des éternels apprenants. C'est comme dit, voilà le côté expérimentation. Tu viens sur Terre pour expérimenter en fait. Mmh. Donc voilà. Et après, moi je sais que ça me dérange pas. Je suis une grosse curieuse perso, donc voilà. Et je trouve, tu vois, à l'heure actuelle, on est aussi dans une période assez fantastique parce que on a cette chance en fait d'avoir plein de moyens pour se cultiver, plein de moyens aussi pour cultiver son bien-être. Tu vois, quand tu regardes un peu toutes les méthodes thérapeutiques qui existent, toutes les méthodes de bien-être qui existent, etc. Il y a largement de quoi faire. Et après, c'est à chacun de trouver sa solution dans tout ça, en fait. Mmh. Moi, je sais, par exemple, voilà, j'aime bien voilà, tout ce qui est méditation, tout ce qui est voilà, sophrologie, le fait de faire des balades dans la nature. Et après, voilà, quand j'ai envie d'être à l'intérieur, je vais en profiter pour me cultiver différemment. Donc, ça va être Internet, ça va être la lecture, etc. Et t'as tout un monde, en fait, qui s'ouvre à toi. Rien que quand j'étais gamine, tu vois, je me tapais tous les livres possibles et inimaginables parce que ça t'ouvrait des portes sur tellement de choses, en fait, tellement de connaissances, mais aussi des façons de vivre différentes, des environnements différents. Enfin, je trouve ça fantastique, quoi. Mmh mh. Bien d'accord. Et toi, tu recommandes quoi, du coup, pour cultiver ton bien-être? Bah, moi, écoute, ce sera, yoga et méditation, j'ai envie de dire, parce que c'est des Mhm. pratiques que j'enseigne et que je pratique tous les jours. Mais, déjà avant ça et quelque chose de plus simple pour quelqu'un qui est un peu novice en la matière, j'ai envie de dire, ce serait, la respiration, quoi, comme tu disais tout à l'heure, hein, simplement, le matin et le soir, un petit peu ouais, des choses qui j'ai envie de dire pas une ordonnance, mais voilà, quelque chose comme ça, quelque chose que tu sais qui va te faire du bien, ben, prends 12 grandes inspirations et expire 12 grandes fois, quoi. Et tu verras que rien que ça va t'ancrer dans le sol et t'aider à être encore plus présent, quoi.
Et moi, justement, comme je disais dans l'introduction, ma mission à moi, c'est de reconnecter les hommes avec un grand H à leur enfant intérieur. Parce que justement, les enfants, même les jeunes enfants, ils ont pas encore tous ces conditionnements et ils sont et ils y expérimentent, hein, tout simplement. Donc, pour moi, on devrait cultiver tous cette curiosité de tout, cet émerveillement où juste, comme tu disais, on se balade dans la nature et on regarde les arbres, limite les arbres pousser, quoi, et les petits oiseaux voler, quoi. C'est des choses qui sont très, très simples, mais en fait, c'est des choses qui nous reconnectent à notre enfant intérieur. Et c'est notre enfant intérieur qui est reconnecté à qui on est vraiment, quoi, à ce qu'on veut vraiment, à nos désirs, à tout ce qu'on est, quoi. C'est marrant que tu parles d'émerveillement parce que c'est quelque chose qui est naturel pour moi. J'ai cette tendance justement à m'émerveiller comme une gamine. Tu vois, je peux être, je sais pas, dans la nature et puis à un moment, je sais pas, je vais voir une fourmilière et je vais regarder en fait, tu vois. Et je sais que les petits copains avec qui j'étais en général, ils ne comprenaient pas à ce niveau-là en fait. Voilà, la différence justement, c'est énorme. Et en fait, tu te rends compte que il y a plein de personnes qui savent pas forcément s'émerveiller. Bon, après, elles vont peut-être pas s'émerveiller sur les mêmes trucs que toi non plus, hein, tout bêtement. Évidemment. Mais, mais après, ouais, je trouve que les gens, ils ne s'arrêtent pas forcément sur ce qui les entoure et savoir prendre le temps de s'arrêter justement pour ouais, juste observer, juste se réjouir, en fait, tout court. On oublie, en fait, tu vois, aussi cette notion de joie, en fait, en soi. Et je sais que tu vois, dans ce parcours d'éveil, c'est l'une des choses qu'on fait travailler, justement, c'est cultiver la joie en soi, en fait. Pas de façon voilà, épisodique par l'extérieur uniquement, mais juste en toi, apprends aussi à cultiver ces moments de joie. Tu es capable de te réjouir par toi-même, en l'occurrence. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance à attendre que ce soit l'extérieur qui nous fasse rire, qui nous mette en joie, etc. Mais on est aussi capable de se le procurer par soi-même, cette sensation-là, en fait. Et je sais pas, la curiosité, pareil, c'est quelque chose d'essentiel, en fait. Déjà parce que voilà, ça te permet aussi de faire évoluer tes points de vue. En fait, voilà, c'est soit tu vas le confirmer, soit tu vas l'infirmer, soit tu vas nuancer ton point de vue. Et puis voilà, je sais pas, j'ai toujours un peu fonctionné, au bénéfice du doute quand j'aime bien apprendre. En fait, j'aime bien apprendre de toutes sortes de choses. Mais après, voilà, je suis pas trop comme Saint Thomas, tu vois, le côté je ne crois que ce que je vois. Non, moi, c'est toujours, tu me dis ça, c'est que c'est ta réalité et au bénéfice du doute, du coup, voilà. C'est pas parce que voilà, moi je le vois pas, c'est pas parce que je le vis pas que voilà, ça veut dire que ça n'existe pas. Non, ça fait partie de ta réalité et pourquoi pas. Et c'est vrai que pour en revenir aux enfants, quand tu regardes des enfants tout petits comme ça, ils n'ont pas la notion du vrai ou du pas vrai en fait. Tu leur dis quelque chose, c'est que c'est vrai, c'est tout pour eux, tu vois. Ils se posent pas de questions. Tu as une confiance naturelle en fait. Puis après, bon, bah voilà, tu grandis, puis c'est là que tu apprends que le Père Noël qui réchauffait ton petit cœur, bah, c'était qu'un leurre, qu'il n'existait pas du tout. Mais voilà, quoi. Il y a plein de choses qu'on dénature par la suite, et c'est dommage. Et c'est vrai que l'exercice que j'aime bien justement en méditation ou en sophrologie, on s'en sert aussi dans les sophronisations, tout ce qui est visualisation de ton enfant intérieur. C'est un très bon outil en fait déjà pour te réconcilier avec toi-même, pour apaiser ton ego aussi, tu vois, en apaisant les peurs de ton enfant intérieur, justement, tu vas apaiser beaucoup de peurs de ta vie d'adulte, en fait. Là, tu te montres justement adulte protecteur, adulte rassurant, comme ça, en fait. Et du coup, ça te permet de déconditionner par plein de croyances inutiles. Et en même temps, voilà, l'enfant intérieur, c'est aussi ce qui te permet de débrider ta créativité. Parce que c'est vrai que quand on grandit, on a tendance à se freiner aussi sur le côté créatif, à ne pas oser se dire oui mais non, il y a toujours quelqu'un qui fait mieux que moi, etc. Et là en fait ton enfant intérieur, lui il s'en fout, il va complètement lâcher prise en fait, et donc du coup tu vas débrider ta créativité, il n'y aura pas de limite en fait, il va pas se poser de questions ou quoi que ce soit, il va juste se donner les moyens, comme ce que tu me disais la dernière fois, un enfant voilà tout court il se donne les moyens pour faire ce qu'il a envie de faire en fait.
Ouais, ouais. Et après, tout court, tu peux pas créer ou accomplir quoi que ce soit sans imagination au départ. Donc, cette notion de créativité enfantine, cette capacité à s'émerveiller, tu vois, tout ça, c'est vraiment c'est nécessaire. Et libérer toute cette partie-là, c'est au final se donner aussi le droit de se réaliser pleinement derrière. Mmh. Ouais, moi j'ai un peu l'impression que les enfants, ils ont les yeux grands ouverts et plus on grandit, plus on Mm. a des œillères comme les chevaux et on voit que ce qui est devant nous, quoi. Et du coup, bah, on est Mm. censé, en grandissant justement, il faudrait qu'on essaye tous d'enlever ces œillères et d'être de plus en plus conscients de ce qui nous entoure, quoi. Mais bon, du coup, la seule différence entre les enfants et les adultes, à mon avis, c'est peut-être plutôt la sexualité, quoi. Ou en tout cas la dualité homme-femme que les enfants, ils n'ont pas encore cette notion-là, quoi. Mais du coup, ça aussi, c'est un sujet d'équilibre. Ouais, c'est tout ce qui est équilibre féminin-masculin, c'est effectivement une grosse notion à travailler en termes d'équilibre. Euh, Concrètement, on va dire que on a tous les polarités féminines et masculines en nous. Mmh. Maintenant, tu vas en avoir une qui va être plus prédominante parfois que l'autre. Et puis bon, chez d'autres personnes, ça va être super équilibré, hein, ça arrive aussi. Mais le but, justement, après pour tous, c'est quand même d'arriver justement à équilibrer ces polarités. Je sais pas si tu vois justement le signe du Tao, en fait, le yin et le yang. Mmh. On a tous en fait ce cercle en nous, cette unité en fait en nous, mais voilà, avec une partie ou l'autre, et puis justement, il faut arriver à compléter, à rassembler de manière à ce que ça fasse un seul et même cercle en fait. Ouais. Et, et le truc maintenant, c'est que tu as beaucoup de croyances aussi à déconditionner à ce niveau-là, parce que tu vois, tout court dans la société dans laquelle on est, quand tu vois ce qui se passe au niveau sociétal, hein, par exemple, on reste encore persuadé qu'une polarité, ça se définit par le sexe, en fait. C'est ton genre qui définit ce que tu es, en fait. Pas du tout. Tu peux être un homme et avoir une polarité féminine, tu peux être une femme et avoir une polarité masculine, en fait, il y a d'options possibles, d'où la diversité de genres qu'il y a, hein, automatiquement, voilà, transgenre, cuir, etc., t'as tellement de choses. Mais après, dans l'ensemble, tu as vraiment la polarité masculine et la polarité féminine. Et à toi, justement, voilà, d'apprendre à équilibrer cette partie-là, en fait. Sachant que chacune, elle va aussi avoir ses propres attributs, en fait. Tu vois, par exemple, le féminin, on va dire que ça va être le côté intuition, le côté créativité. Elle est réceptrice et elle transforme. Alors que le masculin, lui, il va être plus dans l'action, c'est plus le côté manifestation. En gros, il est émetteur et il féconde, en fait. Et tout ça, c'est complémentaire. Tu as autant besoin de l'un que de l'autre. En fait, tu vois, pour pouvoir créer, il faut d'abord imaginer au préalable. Les deux sont liés, les deux sont nécessaires pour pouvoir manifester réellement les choses. Et pour moi, la vraie complétude intérieure, c'est justement de développer ces deux côtés-là en fait en soi, et puis de les équilibrer justement en fait, Mmh. de pouvoir switcher de l'un à l'autre en fait en fonction de ce dont tu as besoin. Et pour ça, on va vraiment s'expérimenter soi, mais à travers l'autre, à travers la relation de couple, etc. Dans le sens où, tu vois, c'est vrai quand on a une polarité qui est plus prédominante que l'autre, on se retrouve face aussi à un certain sentiment d'incomplétude. D'où le besoin de se rapprocher de quelqu'un d'autre qui potentiellement pourrait nous compléter, en fait. Mmh. Et donc du coup, à travers une relation de couple, par exemple, tu vas pouvoir explorer déjà l'amour, en fait, la notion d'amour, c'est quoi l'amour en fait, sous ses différents angles. Tu vas pouvoir aussi explorer la sexualité dans ses différentes dimensions. Et pour moi, je sais que tout ce qui est amour, sexualité, c'est une vraie source d'exploration qui est vraiment libératrice, qui t'en apprend beaucoup sur toi-même, sur ton propre potentiel créateur aussi. Et sur notre capacité au final à se servir de ces deux principes que sont le féminin et le masculin pour mieux justement nous réaliser dans notre incarnation présente et connaître justement en fait en quoi ça consiste au final ton féminin ou alors en quoi ça consiste ton masculin. Rien qu'avoir cette connaissance de ça te permet déjà d'être équilibré dans ta polarité prédominante, on va dire.
Mais du coup, le fait de connaître l'autre polarité, ça te permet aussi d'aller en retirer les attributs dont tu as besoin à tel moment, en fait. Mmh. Voilà. Ouais. Et comme dit, comme on a de toute façon ces deux polarités, elles sont déjà en nous. Voilà, t'en as une qui est prédominante, mais l'autre, elle est quand même là, en fait. Et cette autre-là, tu peux la développer. Donc, à partir du moment où tu comprends ça, progressivement, tu arrives aussi à trouver un équilibre différent. Et moi, je sais que personnellement, tu vois, je suis une grande rêveuse, j'ai toujours plein d'idées, pleine de créativité en fait. Par contre, j'étais incapable de réaliser les choses. Donc, ça restait toujours à l'état de projet, de rêve en fait chez moi. Et quand j'ai commencé à équilibrer cette partie masculine aussi en moi, bon, à travers toujours ce lien d'âme du coup, mais c'est ce qui m'a permis du coup de pouvoir mettre en action, de pouvoir commencer à réaliser certaines choses en fait. C'est comme ça que j'ai lancé mon entreprise à la base. Avant, j'en étais mais pas du tout capable. Et vraiment, les choses, elles ont commencé à se développer comme ça au fur et à mesure. Et je suis encore, tu vois, dans cet apprentissage. C'est vrai que les apprentissages après aussi, c'est long, tu vois, pour pouvoir les comprendre, les mettre en action, etc. Mmh. Mais il y a vraiment une grosse importance au niveau de cet équilibre-là. Ouais. En Ayurveda, on dit qu'on a 3 principaux canaux d'énergie. Un qui est, au centre, qui est une énergie neutre. Un qui est plutôt vers la droite, qui va être, je fais ça simple, mais qui est plutôt à droite et qui va être plutôt l'énergie masculine, et un autre qui va être plutôt à gauche, qui va être plutôt l'énergie, féminine. Et chacun de ces canaux, ils vont, s'entrecroiser à tous les chakras, et justement, on a besoin d'équilibrer tout ça, quoi. Et c'est justement ce que je disais un petit peu en parlant de respiration tout à l'heure. Quand on prend ces grandes, respirations, on va aider le corps à cultiver cette énergie-là, cette énergie notamment qu'on peut appeler prana en Ayurveda, et le chi dans la culture chinoise. Mais ouais, donc du coup, c'est ça en fait, en définitive, l'équilibre, c'est s'armer seul, et être bien avec soi-même pour du coup affronter l'extérieur et rayonner, avec les autres, quoi. Ouais, il y a une notion un peu combative dans les mots là. Mais ouais, moi je dirais peut-être d'apprendre à être pleinement soi, justement pour mieux pouvoir être avec les autres. Mmh. Et je sais que moi, travailler sur ça, bon, clairement, ça demande une grosse période d'introspection, on va dire. Et c'est vrai que dans la vie, ça se reflète souvent par des dépressions, par des maladies, ou même par une pandémie, hein, comme on a Ouais. actuellement. Mais du coup, tu vois, t'es obligé de te retrouver un peu en autarcie comme ça pour explorer vraiment le fin fond de toi-même, en fait. C'est, tu vas vraiment prendre le temps d'explorer ton extrême ombre, entre guillemets, et par la suite, tu vas explorer ton extrême lumière, toujours entre guillemets. Et après, voilà, tu t'équilibres un petit peu tout ça. Et le but, c'est pour moi de trouver justement le bon équilibre de rayonnement, pour revenir sur ce mot-là, dans le sens où, voilà, c'est pas, le but, c'est pas d'éblouir les autres. Le but, c'est pas de les assombrir non plus, mais c'est juste de les éclaircir de façon à ce qu'ils puissent eux-mêmes évoluer à leur rythme, mais entourés de bienveillance en fait. Mmh. Et avoir la pleine conscience de soi, justement, ça te permet d'évoluer, de pouvoir te réaliser tout naturellement de pouvoir rayonner autour de soi en fait. Tu Mmh. vois, quand tu es bien avec toi-même et avec les autres, les gens, ils le perçoivent directement en fait, ils le ressentent. Et la plupart du temps, bah, c'est attirant, c'est joyeux, c'est communicatif. En fait, c'est bienveillant et accueillant tout simplement. Même la dernière fois, j'avais une personne qui me disait ça. En fait, tu dégages quelque chose d'universel, en fait. Et voilà, tu sais pas pourquoi la personne a dit ça, mais c'est comme ça qu'elle l'a ressenti. T'as Mmh. dégagé quelque chose à ce moment-là, en fait, c'est tout, quoi. Et en gros, en fait, tu fais du bien, mais sans même avoir besoin de dire quoi que ce soit. Je trouve ça fantastique, quoi. Et c'est vrai que plus tu vas vibrer du négatif, plus on va avoir envie de te fuir, par réflexe de protection, en fait, hein, c'est inconscient. Alors que plus tu vibres haut, et bah, plus on a envie de profiter de ton énergie positive aussi. Elle fait du bien, c'est tout. Ouais, et on a besoin justement de rester, et moi je parlais de s'armer avec soi-même, c'était,
voilà, moi, je ressens vraiment le besoin le matin de respirer et de méditer et j'ai l'impression que c'est comme si j'avais, une sorte de bouclier qui est autour de moi et qui va justement m'aider moi-même à aller vers l'extérieur et rayonner correctement. Parce que si moi-même je suis bien armé, ben, je peux Mm. être là pour les autres, quoi. Mais, ouais, en tout cas, on Ouais, a mais un beau chemin qui nous attend, oui. oui, ouais, clairement, c'est même assez long comme chemin, t'as jamais Ouais. fini. Mais justement, tu vois, pour le fait de la protection, tu vois, en tant que passeur d'âme, justement, des fois, on est confronté à certaines choses un peu moins sympathiques, on va dire. Et justement, plus tu vibres haut, et bah, plus tu es protégé, en fait. On a Ouais. déjà une protection naturelle en nous, en fait. Il n'y a pas forcément besoin de rituel ou quoi que ce soit à ce niveau-là. Mais après, en fonction de ce que tu vibres, ça va clairement faire une différence dans ce que tu vas attirer à toi ou pas à ce niveau-là, en fait. Mmh. Donc, ouais, clairement, Ouais, c'est important, effectivement. Ouais. c'est important de l'entendre ça pour pas mal de gens, je pense, parce que, il y en a beaucoup qui peuvent avoir peur de ce monde-là parce qu'ils se disent, Mhm. Je suis vulnérable et cetera, mais tant qu'on est, bah, voilà, tant qu'on est bien avec soi-même, on devient équilibré et comme tu disais, on est protégé quoi qu'il arrive, quoi, donc, C'est ça. ouais. Mmh. Super, bah, écoute, Vanina, je te remercie beaucoup pour ce moment, c'était super. Je suis très, très content d'avoir, pu partager ça avec toi, est-ce que tu peux, partager, une page peut-être ou, un endroit où les auditeurs peuvent te retrouver? Bah, écoute, pour le moment, c'est sur ma page Facebook, donc Tao Sofro. Et bah, dessus, on peut retrouver toutes mes coordonnées. Pour le moment, mon site, il est en construction. J'ai aussi une page Patreon en construction aussi, on va dire. Mais voilà, on peut me retrouver par ce biais-là. Et puis bah, moi, je voulais aussi te remercier du coup pour cette thématique parce qu'elle est hyper intéressante et elle est pile justement dans ce que j'ai aussi envie de transmettre en l'occurrence. Et puis ouais, non, franchement, c'était un chouette moment. Je suis contente. Et Super. puis bah, merci aussi à tout le monde, à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Bah, ouais, exactement. Merci à toi qui nous as écoutés jusqu'au bout. Vanina, j'espère que tu auras l'occasion de revenir dans l'émission et puis Avec plaisir. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a donné toi aussi envie d'explorer les ressources qui sont à ta disposition pour trouver l'équilibre parfait qui te mènera à tes rêves les plus fous. N'hésite pas à nous contacter pour nous faire part de tes impressions ou nous donner ta définition de l'équilibre. Toutes nos infos sont dans les notes de l'épisode. Et pour t'aider à trouver cet équilibre justement, nous t'avons concocté des mantras que tu pourras prononcer lorsque tu en sentiras le besoin ou même plusieurs fois par jour pour t'aider encore plus à atteindre tes objectifs. Les mantras sont chargés d'énergie et il te suffit simplement de les répéter, à haute voix de préférence, même s'ils fonctionnent aussi si tu les prononces dans ta tête, pour activer leur vibration. Je t'invite donc à répéter avec moi à voix haute, si c'est possible pour toi bien sûr, les 3 phrases que je vais dire. Si bien entendu, tu es en accord avec ce qui est dit. Et tu pourras aussi retrouver ces mêmes phrases dans un document PDF téléchargeable gratuitement et sans adresse mail à bengananda.com/15. Tu trouveras tout ça dans la description de l'épisode. Voici donc les mantras du jour. On va les répéter ensemble 3 fois. Je suis à l'écoute de mes émotions et de mon intuition. Je suis à l'écoute de mes émotions et de mon intuition. Je suis à l'écoute de mes émotions et de mon intuition. Je m'accepte comme je suis, mes erreurs et mes réussites me font grandir et avancer quotidiennement. Je m'accepte comme je suis, mes erreurs et mes réussites me font avancer quotidiennement. Je m'accepte comme je suis, mes erreurs et mes réussites me font avancer quotidiennement. Je suis ouvert à l'exploration de ma vie. Je suis ouvert à l'exploration de ma vie. Je suis ouvert à l'exploration de ma vie.
te remercie de ton écoute et de ton attention. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est probablement parce que l'épisode t'a plu. Donc, si tu veux soutenir Once Upon a Life, le meilleur moyen, c'est de me laisser une note et un témoignage sur l'application Apple Podcast, en allant tout en bas de la page de l'émission sur l'application. Ça l'aidera grandement à se faire connaître et à toucher le plus de curieux possible. J'ai à cœur de faire de ce podcast un réel espace d'échange et d'évolution. Et tu as toute ta place dans l'histoire. Si tu souhaites me faire part des thèmes qui t'intéressent et que tu aimerais voir abordés dans un épisode, n'hésite pas à me contacter. Et si tu connais quelqu'un qui voudrait nous raconter son propre parcours merveilleux, ou si toi-même penses avoir ta place derrière le micro, tu peux aller à benyananda.com/préparation pour remplir le formulaire dédié. Et si tu es un artiste qui crée de la musique et que tu souhaiterais qu'une de tes chansons ait sa place dans un épisode, n'hésite pas à me contacter pour qu'on en discute. On se dit à bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, je te souhaite une très belle journée, une merveilleuse semaine et comme on dit, namasté.